On commence par le premier cas. Vous êtes de garde aux urgences, vous accueillez un patient qui a 67 ans pour des douleurs thoraciques de survenue brutale. Dans ses facteurs de risque cardiovasculaire, il est tabagique non sevré, il est éthylique à peu près 50 grammes par jour, hypertendu, dyslipidémique avec une hyperglycémie modérée à jeun. Il est également obèse. Il a été opéré à plusieurs reprises. Et dans son traitement, il prend des fibrates, il prend des traitements antidiabétiques avec du glucor, qui sont des inhibiteurs de l'alpha-glucosidase. Il prend des diurétiques thiazidiques, donc les Idrex, et il prend de temps à autre du Xanax, une benzodiazépine, pour s'endormir le soir. Première question, quels sont les facteurs de risque présentés par le patient? Quels sont les autres facteurs de risque à rechercher? Et comment peut-on évaluer le risque cardiovasculaire global de ce patient? Donc tout d'abord, quels sont les facteurs de risque présentés par le patient? Alors, il faut différencier les facteurs de risque en deux parties. D'une part, les facteurs de risque majeurs, qui sont ceux qui rentrent dans le calcul du risque cardiovasculaire global. Et ensuite, les autres paramètres à prendre en compte, qui sont des facteurs qui augmentent le risque cardiovasculaire, mais qui ne sont pas à prendre en compte dans l'estimation du risque cardiovasculaire global, parce qu'il s'agit de facteurs ayant un impact moindre sur la mortalité cardiovasculaire. Donc les facteurs entrant dans le risque cardiovasculaire global, on a tout d'abord des facteurs de risque non modifiables, savoir l'âge à plus de 50 ans chez un homme, et chez une femme, ce serait un âge à plus de 60 ans. Et ensuite, on a des facteurs modifiables qui sont les plus importants parce que ce sont ceux sur lesquels on aura un impact thérapeutique, qui sont le tabagisme actuel ou sevré depuis moins de 3 ans, les dyslipidémies avec un taux de LDL à plus de 1,60 g par litre ou un taux de HDL à moins de 0,40 g par litre. Il faut savoir qu'un taux d'HDL à plus que 0,6 g par litre retire un facteur de risque au calcul du risque global. Et l'hypertension artérielle, qu'elle soit traitée ou non. Parmi les autres paramètres à prendre en compte, il faut prendre en compte l'obésité, qui correspond à un IMC à plus de 30, la sédentarité, donc une activité physique inférieure à 3 fois 30 minutes par semaine, et une consommation éthylique à plus de 3 verres par jour chez un homme ou à plus de 2 verres par jour chez une femme. L'autre paramètre à prendre en compte chez ce patient, c'est l'hyperglycémie modérée à jeun. Il ne s'agit pas d'un facteur de risque majeur entrant dans le risque cardiovasculaire global parce qu'il n'y a pas de diabète, mais c'est un élément à prendre en compte. Quels sont les facteurs de risque à rechercher? Eh bien, ce sont les autres facteurs de risque que pourrait présenter ce patient qui ne sont pas explicités dans l'énoncé. Donc, tout d'abord, la présence d'antécédents familiaux au premier degré d'infarctus ou de mort subite chez un homme avant 55 ans, chez une femme avant 65 ans, ou un antécédent familial au premier degré d'accident vasculaire cérébral avant l'âge de 45 ans. Et ensuite, comment peut-on estimer le risque cardiovasculaire global de ce patient? Donc, c'est un patient qui a un risque cardiovasculaire global très élevé, vu qu'il présente plus de 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, c'est un patient qui a très fort risque cardiovasculaire. Alors, deuxième question, quelles sont les étiologies à évoquer devant des douleurs thoraciques? Donc, devant des douleurs thoraciques, il faut évoquer diverses causes, qu'elles soient cardiaques, vasculaires, pulmonaires, digestives ou pariétales, mais essentiellement, il ne faut pas oublier d'évoquer les urgences diagnostiques. Les urgences diagnostiques, il s'agit de l'infarctus du myocarde, de la péricardite, de la dissection aortique et de l'embolie pulmonaire. Ensuite, si on reprend de façon systématique toutes les causes de douleurs thoraciques, on a des causes cardiaques, donc l'infarctus du myocarde avec les syndromes coronariens aigus avec ou sans sus-décalage de ST, l'angor, les péricardites, les myocardites, les syndromes de Takotsubo. On a des causes vasculaires avec les dissections aortiques, les fissurations ou ruptures d'anévrisme de l'aorte thoracique. On a des causes pulmonaires avec l'embolie pulmonaire, les pneumopathies infectieuses, le pneumothorax, les pleurésies. On a des causes digestives qui peuvent être localisées au niveau de l'œsophage avec des œsophagites, des spasmes œsophagiens, voire une rupture œsophagienne, localisées au niveau de l'estomac avec des ulcères ou une gastrite, localisées au niveau du pancréas avec une pancréatite aiguë, localisées au niveau du foie avec des hépatites aiguës, au niveau de la vésicule biliaire avec des cholécystites. Et enfin, on a des causes pariétales, soit au niveau cutané avec un zona, où on peut avoir des douleurs qui précèdent de quelques heures ou quelques jours l'apparition de l'éruption cutanée, ce qui peut être un piège diagnostique, ou des douleurs pariétales type costale, ou le syndrome de Tietz qui correspond à des douleurs chondrocostales. Ensuite, vous reprenez l'interrogatoire. Le patient vous dit que les douleurs ont débuté subitement vers 10 h du matin, et le patient vous dit souffrir de temps à autre de douleurs équivalentes, oppressantes, l'empêchant de respirer, irradiant vers la mâchoire,
lorsqu'il faisait un effort de marche. Mais ces douleurs ont toujours cédé en quelques minutes. Actuellement, il est 17h30, donc on est à 7 heures après le début des douleurs. Les douleurs persistent. Votre examen clinique est sans particularité sur le plan cardiovasculaire et vous réalisez un ECG qui vous est donné dans l'énoncé. Donc, troisième question, interprétez l'électrocardiogramme et quel est votre diagnostic? Donc, dans cet électrocardiogramme, on peut voir un rythme régulier, sinusal, une fréquence cardiaque à 80 par minute, un axe qui est normal, des ondes P qui sont normales, un espace PR qui n'est ni court ni long, des complexes QRS qui sont fins, d'amplitude normale. Il faut noter les ondes Q de nécrose en V1 à V4, ainsi qu'un aspect de rabotage des ondes R en antéroseptale, c'est-à-dire que dans les dérivations V1, V2, V3, on a des ondes R qui sont très peu amples, ce qui signifie que la paroi myocardique en regard se contracte peu, ce qui est un signe indirect d'infarctus. Ensuite, l'étude de la repolarisation montre un sus-décalage du segment ST en V2 à V5, donc un sus-décalage systématisé, convexe vers le haut, englobant l'onde T, avec des images en miroir, avec un discret sous-décalage du segment ST en D3, ce qui correspond à une onde de Pardy, qui est l'aspect typique des infarctus du myocarde. Les ondes T sont normales. Donc, quel est votre diagnostic? Il s'agit d'un syndrome coronarien aigu, avec un sus-décalage du segment ST en antéroseptal, qui est dit constitué puisqu'on a déjà des ondes Q de nécrose en V2 à V4. Et cet infarctus n'est pas compliqué et survient chez un homme qui a de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire. À partir de quand apparaissent les ondes Q? Donc, la première chose, c'est que les ondes Q n'apparaissent que dans les infarctus avec un sus-décalage du segment ST. Elles n'apparaissent pas dans les infarctus sans sus-décalage du segment ST. En gros, l'électrocardiogramme des infarctus, on a une cinétique. Le premier signe, ce sont l'apparition d'ondes T amples, pointues, symétriques, qui apparaissent au bout d'une demi-heure à peu près après le début des douleurs. Ces ondes T vont se négativer vers J2 ou J3 et puis se normaliser en quelques semaines. Le décalage du segment ST apparaît en environ 1 heure et mettra plusieurs jours à se normaliser. Les ondes Q sont le signe d'un infarctus constitué, c'est-à-dire qu'une partie du myocarde s'est nécrosée et ne récupérera plus. On dit que les ondes Q apparaissent à partir de 4 heures après le début des douleurs. Et les ondes Q persistent à vie sur l'électrocardiogramme et ne régressent pas. Donc, à partir de quand apparaissent les ondes Q, il faut retenir la limite de 4 heures. Ensuite, question 4. Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate? Donc, tout d'abord, il s'agit d'une urgence vitale. Le patient doit être transféré immédiatement en salle de coronarographie, puis hospitalisé en unité de soins intensifs cardiovasculaires. Le patient ne doit pas aller directement en soins intensifs cardiovasculaires, puisque ce serait une perte de temps qui nuirait à la qualité du traitement. C'est un patient qui doit être mis au repos, au lit, à jeun, qui doit être scopé avec un défibrillateur à proximité, d'où l'intérêt de la présence du SAMU, de la salle de coronarographie médicalisée, puis des soins intensifs de cardiologie. En termes de traitement symptomatique, il doit bénéficier d'un traitement avec une double antiagrégation plaquettaire par aspirine et thiénopyridine, le Plavix en dose de charge ou le Prasugrel. On peut discuter les anti-GP2B3A qui seront utilisés dans le cadre de syndrome coronarien aigu d'origine thrombotique, qui sont le plus souvent mis directement en salle de coronarographie par le coronarographiste. Ensuite, le patient doit bénéficier d'une anticoagulation efficace, donc soit un bolus d'héparine non fractionné, soit des héparines de bas poids moléculaire. Il doit bénéficier d'un traitement anti-ischémique avec des bêta-bloquants cardiosélectifs, type bisoprolol ou athénolol. Et le patient doit avoir un traitement avec des antalgiques adaptés à la douleur afin de permettre une bonne sédation de la douleur. On peut débuter précocement les statines à forte dose. Par contre, en général, dans les infarctus, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont débutés secondairement, au bout de quelques jours, en fonction de la tolérance évaluée sur la pression artérielle et la fonction rénale. Le traitement étiologique du patient consiste à une revascularisation en urgence. Le patient va être transporté en coronarographie pour réaliser une angioplastie avec pose de stent si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, discuter une revascularisation par pontage coronarien ou un traitement médical seul.
Ensuite, le patient sera transféré en soins intensifs cardiovasculaires pour être surveillé sur le plan clinique et paraclinique au niveau de la tolérance et de l'efficacité du traitement. Quand commence-t-on les bêta-bloquants? Donc les bêta-bloquants dans les syndromes coronariens aigus avec sus-décalage de ST ont un bénéfice qui est immédiat. C'est-à-dire il y a un bénéfice en termes de vascularisation du myocarde, en termes d'effet anti-ischémique. Donc il faut les commencer immédiatement, sauf s'ils sont contre-indiqués. Donc dans quel cas on ne mettra pas les bêta-bloquants tout de suite s'il y a un risque d'intolérance aux bêta-bloquants, donc essentiellement un patient qui est hypotendu ou qui est bradycarde. Si le patient présente des contre-indications aux bêta-bloquants, type spasme coronarien, asthme décompensé, BPCO sévère, on mettra des inhibiteurs calciques bradycardisants à la place. Mais dans le cas général, chez un patient avec une bonne tolérance hémodynamique, les bêta-bloquants doivent être commencés immédiatement dès le diagnostic de syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. Et revascularise-t-on même s'il y a une onde Q? Donc il faut revasculariser les infarctus avec un sus-décalage de ST en urgence. Les recommandations conseillent de revasculariser en urgence tout infarctus avec sus-décalage de segment ST dans les 12 heures qui suivent la douleur. Sachant que les ondes Q surviennent à partir de 4 heures, ça laisse une bonne partie des infarctus avec sus-décalage de ST présentant des ondes Q qui doivent être revascularisés dans les 12 heures. En pratique, lorsqu'on sait quand a commencé la douleur, qu'on a un patient jeune, en bon état général, on revascularise d'emblée, qu'il y ait des ondes Q ou qu'il n'y ait pas d'ondes Q. Là où la question peut se poser, c'est si on a un infarctus vieilli, datant de plus de 12 heures, en pratique de plus d'un ou deux jours, auquel cas le bénéfice de la revascularisation est moindre, puisqu'il est possible qu'il y ait des zones de myocarde infarci qui ne sont pas viables. Dans ce cas, on ne revascularise pas en urgence, mais on prévoit des examens comme une IRM myocardique ou une échographie à la dobutamine qui permettent d'évaluer la viabilité du myocarde afin de décider si le patient bénéficiera ou non d'une revascularisation qui du coup ne sera pas faite en urgence mais sera faite secondairement dans les 12 à 24 heures qui suivent. Cinquième question, quel est votre bilan paraclinique? Donc le bilan paraclinique doit être fait en urgence mais sans retarder la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire que le patient est amené directement en salle de coronarographie mais prélevé dès que possible en salle de coronarographie. Sur le plan biologique, il doit avoir un bilan standard avec la numération formule sanguine, le bilan d'hémostase pour la coronarographie et le risque hémorragique, le bilan prétransfusionnel en cas d'hémorragie et le bilan avec ionogramme et fonction rénale parce que c'est un patient qui recevra une injection d'iode au cours de la coronarographie. Il faut doser les marqueurs de nécrose myocardique, essentiellement la troponine, et faire un cycle enzymatique, donc une troponine répétée au bout de 4 à 6 heures, puis le lendemain, jusqu'à avoir le pic de troponine. Ensuite, on peut faire d'autres examens biologiques qui sont moins intéressants, mais tout ce qui est bilan hépatique, lipase, dédimère pour le diagnostic différentiel, tout ce qui est BNP, si le patient présente une insuffisance cardiaque, pour l'évaluer sur le plan pronostic. On fera une glycémie, un bilan lipidique dans le cadre de l'évaluation de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Sur le plan de l'imagerie, il faut essentiellement faire une échographie cardiaque transthoracique qui permet d'évaluer les troubles de la cinétique segmentaire au niveau du ventricule gauche et de rechercher des complications, notamment des complications mécaniques qui peuvent survenir dans les premières heures d'un infarctus transmural. Et puis l'échographie cardiaque transthoracique permet de faire un diagnostic différentiel, d'éliminer d'autres étiologies, notamment une dissection de l'aorte qui peut se manifester qui peut se compliquer d'infarctus, mais qui ne doit pas bénéficier du même traitement. On fera aussi une radiographie thoracique pour le diagnostic différentiel. Et puis bien sûr, les électrocardiogrammes, 18 dérivations doivent être faits et répétés en fonction du territoire infarci pour rechercher une amélioration ou une aggravation de l'électrocardiogramme et une éventuelle extension au ventricule droit. Doit-on faire l'ETT en urgence? Alors oui, il faut absolument faire une échographie cardiaque transthoracique en urgence. Pas en urgence absolue avant la coronarographie, mais dans les premières heures. Pourquoi? Parce que l'échographie cardiaque transthoracique va d'une part confirmer le diagnostic en voyant des troubles de la cinétique segmentaire. D'autre part, va permettre d'évaluer la gravité en voyant une éventuelle insuffisance cardiaque associée, en recherchant des complications mécaniques
un début d'anévrisme du ventricule, une péricardie ou tamponade, une rupture septale, une communication interventriculaire, qui sont des complications qui sont graves et qui doivent bénéficier d'un traitement parfois chirurgical en urgence. Ensuite, l'échographie permet d'éliminer des diagnostics différentiels dont certains sont urgents, comme l'embolie pulmonaire ou la dissection de l'aorte. Donc oui, il faut faire une échographie transthoracique dans les premières heures. Oui, et pourquoi BNP alors qu'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque? Alors, dans ce cas clinique, le patient ne présente pas d'insuffisance cardiaque. Maintenant, le BNP peut avoir différents intérêts. Bon, d'une part, si le patient est insuffisant cardiaque, il faut le proposer. D'autre part, le BNP a un intérêt diagnostique pour l'insuffisance cardiaque, mais également un intérêt pronostique. Évaluer son BNP à l'entrée et à la sortie peut donner des informations complémentaires pour le suivi du patient. Alors, la question suivante, qui est la 6e question. Votre patient bénéficie d'une coronarographie qui montre une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure au niveau de son 2e segment, qui est revascularisée par angioplastie avec pose d'un stent actif. L'artère circonflexe distale présente une sténose à 70%, la coronaire droite présente une sténose à 60%, la première marginale est sténosée à 50%. Aucun geste n'est effectué sur ces artères. L'évolution du patient sera favorable. Donc, 6e question, quels sont les médicaments qui doivent figurer sur l'ordonnance de sortie du patient? Alors, sur l'ordonnance de sortie du patient, doivent figurer 5 classes médicamenteuses principales. D'une part, des bêta-bloquants à visée anti-angineuse. D'autre part, des ensines à visée anti-remodelage cardiaque. Ensuite, des statines qui sont des dyslipidémiants pour prévenir le risque cardiovasculaire lié aux hypercholestérolémies, aux hypertriglycéridémies. Ensuite, il faut une double antiagrégation plaquettaire avec de l'aspirine qui sera gardée à vie et des thiénopyridines, clopidogrel ou plasugrel qui seront gardés au moins 12 mois après un syndrome coronarien aigu, en général qui sont gardés 12 à 15 mois avant l'arrêt. Ensuite, il faut des dérivés nitrés en spray que le patient doit prendre en cas de récidive de la douleur angineuse. Il faut expliquer au patient que si la douleur récidive, il doit prendre ses sprays. Si la douleur persiste malgré le spray de trénitrine, il doit appeler le SAMU pour être amené en urgence dans une unité de soins intensifs cardiologiques, de douleur thoracique ou aux urgences. Et mettons un anti-aldostérone. Alors, les anti-aldostérones, qui sont des diurétiques épargneurs de potassium, comme le spironolactone, ont un intérêt ont prouvé un bénéfice en termes de survie dans l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas un traitement de l'infarctus en soi, mais si le patient développe une insuffisance cardiaque chronique, séquelaire de son ischémie myocardique, il y aura un intérêt à mettre des anti-aldostérones. Pour l'instant, à ce niveau-là du cas clinique, ils ne sont pas indiqués. Et des oméga 3? Alors, les oméga 3, l'attitude est un peu discutée là-dessus. Certaines études qui n'ont pas encore de niveau de preuve exceptionnel montrent qu'il y a un bénéfice à prescrire des oméga 3 au long cours. Mais ils ne font pas encore partie des recommandations actuelles. Donc, on peut supposer qu'ils impliquent un bénéfice, mais ce bénéfice n'est pas majeur et n'est pas encore démontré avec un bon niveau de preuve. C'est pour ça que certains cardiologues, certains services mettent des oméga 3, mais que d'autres s'en passent pour l'instant. Donc la question reste en suspens. Alors 7e question, décrivez les lésions cutanées du pied droit. Donc, je vais vous montrer la photo que vous avez dû voir qui vous est donnée sur Internet. Donc ce qu'on voit, ce sont des lésions maculeuses, des petites macules érythémateuses au niveau de la plante du pied droit qui ont un aspect pétéchial, c'est-à-dire qu'il s'agit de petites plaques arrondies, dont certaines ont un aspect nécrotique, ce qui est caractéristique de lésions de purpura vasculaire au niveau du pied droit. Comment peut-on éliminer un purpura thrombopénique? Alors parmi les purpuras, il y a 2 types de purpura. On a le purpura thrombopénique par manque de plaquettes et le purpura vasculaire par lésion des vaisseaux, ce qui provoque une extravasation de sang dans les tissus. Les différences sont cliniques, c'est-à-dire qu'un purpura thrombopénique, il s'agit de lésions purpuriques qui sont en plan, qui sont pétéchiales, echymotiques ou amphibis, en petites lignes, qui sont diffuses, c'est-à-dire autant au niveau des membres supérieurs, du visage, du torse, qu'au niveau des membres inférieurs.
On peut avoir une atteinte muqueuse et on a des lésions qui sont monomorphes et qui sont associées à un syndrome hémorragique. Le purpura vasculaire, par contre, on a des lésions qui ont un aspect différent. On peut avoir des lésions d'âge différents parce que ça évolue en plusieurs poussées, des lésions qui peuvent être en relief, qui peuvent être nodulaires, nécrotiques. Et un des caractères essentiels est que les lésions prédominent au niveau des membres inférieurs et que ces lésions n'atteignent pas les muqueuses. Et donc, dans ce cadre, on a plusieurs arguments pour un purpura vasculaire. D'une part, le contexte du patient qui sort d'un geste vasculaire qui nous oriente fortement vers ce type de purpura. D'autre part, en termes de sémiologie, on a des lésions qui prédominent au niveau des membres inférieurs, en topographie déclive, et on a certains aspects qui sont nécrotiques, qui sont typiques de lésions de purpura vasculaire. Ensuite, le patient vous révèle qu'il se plaint de douleurs abdominales et musculaires. Votre examen retrouve une hypertension artérielle à peu près 18-10, malgré la poursuite du traitement habituel du patient. Sur le plan biologique, vous retrouvez une insuffisance rénale aiguë, alors que la créatininémie était normale précédemment. 8e question, quel est le premier diagnostic que vous suspectez? Donc, dans ce contexte, avec un terrain de patient polyathéromateux, une histoire de la maladie où le patient bénéficie d'un geste endovasculaire avec la coronarographie, sur l'aspect clinique de purpura, de douleur abdominale et sur l'aspect biologique d'insuffisance rénale aiguë avec hypertension, on suspecte en premier lieu un diagnostic d'embolie des cristaux de cholestérol responsable d'un tableau de néphropathie vasculaire. Quelle est la physiopathologie de cette maladie? Donc, les embolies des cristaux de cholestérol sont secondaires à un geste endovasculaire. Donc, on a un contexte de patients athéromateux qui présentent des plaques d'athérome au sein de ces artères, donc avec beaucoup de lipides, beaucoup de cholestérol, et un contexte avec un facteur déclenchant un geste endovasculaire, donc une coronarographie ou une chirurgie vasculaire aortique le plus souvent. Ce geste va en quelque sorte gratter ou décrocher ces plaques d'athérome qui vont libérer de nombreux microcristaux de cholestérol dans les artères. Ces microcristaux de cholestérol vont s'emboliser en distalité et être responsables d'occlusion capillaire, responsables du tableau d'embole de cholestérol. Il ne s'agit pas d'occlusion de gros troncs, il n'y a pas d'ischémie aiguë de membre, les pouls seront conservés, mais ce sont des petites embolies distales qui vont se faire au niveau du rein, au niveau de la peau, au niveau du tube digestif, qui seront responsables du tableau d'embole de cholestérol. Alors, 9e question, quels examens paracliniques proposez-vous pour confirmer ce diagnostic? 9e question, quels examens paracliniques proposez-vous pour confirmer ce diagnostic? Alors, on a tout d'abord les examens biologiques qui ne sont pas spécifiques, qui sont des examens d'orientation. On retrouve dans les emboles de cristaux de cholestérol un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation de la VS et de la CRP. On retrouve une hyperéosinophilie lorsqu'on réalise une numération formule sanguine avec une formule sanguine. Et on retrouve une hypocomplémentémie lorsqu'on dose le complément avec ses fractions C3, C4 et CH50. Ensuite, on a des examens spécifiques qui, eux, vont permettre d'affirmer le diagnostic. D'une part, on peut réaliser un fond d'œil qui permettra de visualiser des emboles de cristaux de cholestérol sur la rétine. Ensuite, on peut réaliser une biopsie cutanée d'une zone de livédo pour analyse anatomopathologique. Et si ça ne suffit pas, on peut faire des examens comme une ponction biopsie rénale pour l'analyse anatomopathologique. Il faut essayer de s'efforcer de faire des examens le moins invasifs possible. Donc, si le fond d'œil permet d'affirmer le diagnostic, c'est parfait. La biopsie au niveau du cutané, au niveau de la zone de livédo, chez un patient qui est souvent athéromateux artéritique, peut poser des problèmes de cicatrisation, donc à éviter. Et bien sûr, la ponction biopsie rénale a un caractère invasif, un risque qui n'est pas négligeable, donc si possible, il vaut mieux l'éviter. Quelle est l'atteinte rénale de cette maladie? Les emboles de cristaux de cholestérol font partie des néphropathies vasculaires, c'est-à-dire que dans les néphropathies, vous pouvez avoir différentes atteintes, une atteinte soit du tubule rénal, de l'interstitium, du glomérule ou une atteinte des vaisseaux. Les néphropathies vasculaires, comme les emboles de cristaux de cholestérol, se caractérisent par une insuffisance rénale et un tableau d'hypertension artérielle qu'on retrouve très fréquemment et qu'on voit dans l'énoncé.
Enfin, 10e question, si votre diagnostic est confirmé, quelle va être votre prise en charge thérapeutique? Donc, le traitement d'une néphropathie par embolie de cristaux de cholestérol nécessite initialement une hospitalisation en médecine ou en néphrologie pour évaluer l'insuffisance rénale aiguë et traiter le patient. Il faut arrêter tout traitement anticoagulant que pourrait avoir le patient. Ensuite, le traitement étiologique consiste en une corticothérapie qui va améliorer les symptômes, accélérer la récupération. Sur le plan symptomatologique, il faut traiter l'insuffisance rénale aiguë en hydratant le patient, en prenant toutes les mesures de néphroprotection nécessaires et en cas d'insuffisance rénale aiguë anurique ou en cas de complications, il faut prévoir une dialyse. Ensuite, les emboles de cholestérol, c'est quelque chose qui fait mal. Il faut traiter le patient avec des antalgiques et bien sûr, au niveau cutané, il faut faire des soins locaux sur les zones de nécrose. Puis bien sûr, c'est un patient qui devrait être surveillé sur le plan clinique et sur le plan paraclinique dans les jours à venir.